Allez, place à présent à notre sujet du jour. On va parler d'Égypte, d'Afrique et d'autonomisation avec notre invité, Dr Youssef Chaaben. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Ain Shams, membre du programme présidentiel de qualification des jeunes, membre du comité législatif du Conseil national de la femme, experte en développement communautaire. Ok, c'est très... Merci. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que moi, j'ai eu la chance de vous connaître encore universitaire, jeune universitaire. Exactement. Donc, vous étiez encore à votre début. Et ce qui est marquant, c'est que vous êtes le modèle type de ce que le gouvernement a voulu faire de cette nouvelle jeunesse féminine. Ah, merci. C'est-à-dire effectivement d'ouvrir la voie à de jeunes femmes et les aider à s'émanciper dans la société. Est-ce que ça a été difficile pour vous, justement, d'entreprendre cette route qui a souvent été une route masculine? Exactement, exactement. C'est un début d'épisode très fort ce que tu dis, ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'était pas du tout facile, mais en même temps, tout ce qui n'est pas impossible, c'est-à-dire que c'est possible, et vouloir c'est pouvoir. On a quand même quelques valeurs que j'ai appris à l'école française qui tiennent la route jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est pas du tout facile, et surtout le domaine du droit. Moi, je me rappelle quand j'étais moi-même étudiante, la majorité des professeurs en droit, ce sont des hommes. Il y avait juste peut-être une seule professeure dans toute la faculté. Et c'est maintenant que dans ma génération et les générations d'après qu'il y a quand même un côté féminin pour cette faculté de droit, une faculté parmi les meilleurs en Égypte. C'était pas du tout facile, le fait d'aller en France, de revenir, c'était pas du tout facile. Alors justement, c'est difficile. Et alors, nous sommes deux femmes, on va essayer d'être objective. Est-ce que la difficulté pour vous, c'est d'être une femme, ou c'est parce que vraiment le droit, ça demande beaucoup d'efforts? Deux choses à mon avis, le genre, c'est vrai. Moi, je pense que si moi j'étais un homme, peut-être la mission aurait été un peu plus facile. Et la deuxième chose, surtout, c'est le domaine du droit. Et n'oublions pas, un troisième défi, à mon avis, c'est surtout la culture de la société. Parfois, il y a des familles qui soutiennent ce que leurs enfants veulent, comprennent, les laissent aller jusqu'au bout. Parfois, d'autres familles ne l'accepte pas, et donc ça dépend vraiment du profil de chacun, mais ce qu'on peut dire, c'est que la volonté politique, comme vous venez de dire dans votre introduction, c'est que la volonté politique du gouvernement égyptien et de la haute présidence égyptienne, ils ont vraiment voulu aider les femmes, les mettre dans des position de haut cadre et ainsi de suite. C'est vrai que la volonté politique et la vision de l'Égypte 2030, elle change beaucoup de choses et elle donne un nouveau goût à l'égyptienne, à mon avis. Vous êtes professeur, est-ce que les générations après vous ont plus de facilité que vous à accéder à certains endroits et à certains domaines que vous, par exemple, vous avez eu des difficultés à le faire? Moi, je trouve, parce que j'enseigne aussi et je les vois, peut-être qu'ils ont plus de liberté. Par contre, ils n'ont pas plus de sérieux. Le sérieux, c'est à minima. Voilà, on peut dire 2 sur 10, par exemple. Voilà. Alors, ce que vous dites nous attriste, bien évidemment, parce que le gouvernement appelle à miser sur la femme et sur la jeunesse. Qu'est-ce que la femme pourrait apporter justement dans la politique ou dans la gouvernance africaine? La femme peut apporter beaucoup de choses, parce que je viens juste de lire tout à l'heure une statistique très importante, c'est que 50 à 60% de l'économie africaine, elle est tenue par des femmes. Oui, intéressant. Oui, moi aussi j'étais un peu
surprise. Et en même temps, par contre, c'est de l'économie informelle. Voilà, qui n'est pas parfois ni réglementée, ni soutenue. Et lorsque je lisais un peu l'article, j'ai vu que les problèmes, c'est que ces femmes-là ne sont pas soutenues. Ils ne peuvent pas faire des économies transfrontalières entre, par exemple, disons, X pays africains et Y, et ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai trouvé, ou ce que j'ai conclu de cet article-là, c'est que la femme a besoin d'être soutenue, même en économie. Mais aussi, j'ai trouvé autre chose en lisant un peu, et ça a été une autre surprise intéressante et importante, c'est que Rwanda, par exemple, elle a une représentation de 50% dans son parlement de femmes. C'est-à-dire 50% du parlement du Rwanda, ce sont des femmes. Et donc, il y a dans l'Afrique des pays qui ont connu cette liberté de femmes, cette présence de femmes, et même la présence est voilà, et la femme, elle est omniprésente, comme l'Afrique du Sud, comme Namibia. Oui, Namibie, et aussi comme Rwanda, quand je vous dis. N'oublions pas que Rwanda, en particulier, on ne parle pas du tout de l'Afrique noire. On parle maintenant d'une Afrique verte. Surtout en Rwanda, elle a connu un développement vert très important et très intéressant. Et comme je vous dis, 50 à 60% de la représentation parlementaire, ce sont des femmes à Rwanda. Et donc ça, c'est très très important. Alors, merci d'avoir cité le Rwanda comme exemple, car effectivement, malgré la politique assez stricte du Rwanda, le pays a réussi quand même à mettre certaines choses qu'on devrait adopter. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de la journée du citoyen, de la citoyenneté, où les habitants sont obligés de descendre dans les rues pour nettoyer leurs rues. S'ils ne le font pas, ils sont passibles de prison. C'est vrai que le Rwanda et d'autres pays africains ont pris plusieurs pas importants vers l'économie verte, vers le développement, et n'oublions pas que l'Afrique a adopté, comme l'Égypte, une stratégie, mais un peu plus loin, c'est une stratégie 2063. Est-ce que vous avez entendu de cette... Dites-nous justement cette stratégie. C'est une stratégie, comme l'Égypte a adopté plus ou moins la stratégie 2030. En Afrique, il existe aussi une stratégie pour le développement durable ou pour le développement de l'Afrique en particulier qui s'appelle la stratégie de l'Afrique 2063. Et cette stratégie, dans son inspiration numéro 6, elle souligne en particulier la présence et l'importance du côté féminin, de l'entrepreneuriat féminin pour le développement de l'Afrique en général. N'oublions pas aussi qu'elle a souligné un autre axe, un autre aspect très important, c'est la complémentarité entre pays africains pour le développement de l'Afrique en général. Et là, je trouve que cette stratégie africaine 2063, elle est très importante et elle mérite d'être citée et d'être soulignée, à mon avis. Merci de l'avoir fait en tout cas. Et je veux revenir également sur le point que vous aviez dit il y a un instant concernant l'économie informelle des femmes, qui relance le débat sur également les salaires hommes-femmes qui sont dans la plupart des pays différents. On a une inégalité au niveau salarial entre hommes et femmes. Pourtant, les femmes, comme vous venez de le mentionner très bien, elles ont un poids dans l'économie africaine, même si elles restent informelles, mais ça reste un poids. Comment faire pour que les choses changent ? Comment faire? C'est une bonne question, mais ça dépend, comme je vous dis, ou je le redis toujours, de la direction de chacun dans sa boîte, dans son lieu de travail, dans son établissement. C'est vrai qu'en Égypte, on n'a pas trop cette grande différence, et on a d'autres pays où existe la grande différence salariale entre hommes et femmes. En Égypte, on ne le connaît pas trop. Par contre, il existe ce qui est après ce qu'on touche mensuellement. Il y a des primes, il y a des peut-être encourager X ou Y d'aller dans cette entreprise pour
prendre plus de salaire et ainsi de suite. Les recommandations. Des recommandations. Et donc là, il y a comme base, comme salaire basique, on n'a pas trop cette différence hommes et femmes. Par contre, ce qui est après ce salaire-là, c'est là qui est un peu négociable. Et les postes également. Il y a certains postes qui sont inaccessibles encore à la femme. On a fait un long chemin. Il y a eu, au cours de cette dernière décennie, il y a eu des postes où on a vu des femmes pour la première fois les tenir. Par exemple, le ministère du Tourisme, moi je ne savais pas que Rania Moshot était la première femme à avoir eu ce poste. La Haute Cour également a eu sa première femme. Quels sont les autres domaines où vraiment vous voyez que la femme doit être présente? En fait, la femme doit être présente partout. Non, mais partout, par sa qualité, par sa qualification. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire quel domaine en particulier, mais en général, elle est présente lorsque les opportunités s'ouvrent et elle est qualifiée pour ceci à pied d'égalité comme l'homme. Voilà, c'est tout simplement homme comme femme, peu importe la qualification et surtout le choix de la femme et ses préférences. Par exemple, il y a des domaines, secteurs un peu qui travaillent dans le désert, je ne sais pas quoi, etc. Peut-être que la femme elle-même ne postule pas. Mais c'est une grande différence lorsqu'on donne à quelqu'un son droit et lui, il décide qu'est-ce qu'il va faire de ce droit-là et de ne pas lui donner du tout. Et là, c'est là, en fait, c'est là le problème ou c'est là le point négociable. Est-ce qu'on donne le droit et celui-ci va pouvoir profiter ou non et le contraire, c'est de ne pas donner du tout. Voilà, ça c'est un peu... Alors, je vais me faire l'avocat du diable, étant donné qu'il n'y a pas d'homme. Je vais essayer d'être la voix de l'homme dans ce débat. Certains pourraient dire que la femme, justement, ne peut pas être dans ce genre de poste-là, de par sa sensibilité, de par l'image qu'on donne d'elle comme une femme qui reste quand même douce par rapport à l'homme, de son côté maternel où on dit que la présence de la femme auprès de ses enfants est plus importante que dans la société. Donc, est-ce que on va dire, ces affirmations ou ces déclarations sont-elles justes, ou pour vous, c'est un moyen aussi, encore une fois, de parler au nom de la femme et de ne pas la laisser gérer, elle, son propre temps? Moi, je trouve qu'il y a toujours des idées sociétales qui méritent d'être changées, qui méritent d'être revues, méritent d'être révisées, parce que la femme, c'est un genre, elle n'a pas ce droit-là, elle n'est pas... Comment vous le dire? C'est qu'elle n'est qu'une femme que lorsqu'elle est mère. Elle n'est qu'une femme. On lui donne une étiquette. Un rôle particulier. Et si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle ne mérite pas d'être la femme qui est dans les... Voilà, ce sont des préjugements que moi je n'apprécie pas, que moi je trouve que ce sont des barrières et des obstacles pour les femmes ambitieuses et les femmes rêveuses qui veulent aller vraiment très loin. Ce que la femme, à mon avis, a besoin, c'est un soutien familial, personnel et en même temps un soutien professionnel pour qu'elle puisse aller très loin. Moi, je suis confiante que la femme égyptienne, de par son histoire et aussi de sa présence actuelle et avec le soutien de la présidence et de la volonté politique, elle peut aller vraiment, vraiment très loin. Moi, je trouve que ce débat pour la femme, c'est une valeur ajoutée pour la société. C'est quelque chose d'important pour la société égyptienne, mais qui mérite d'être souligné et mérite d'être... voilà. Il y a des domaines, moi je me rappelle, à titre d'exemple, un petit exemple, moi j'étais responsable de plusieurs activités dans notre faculté. Je téléphonais à d'autres ministères pour leur dire on veut faire des simulations pour les étudiants, etc. Sorte de faire un côté un peu pratique pour les étudiants de droit. Et là il me dit, ah, depuis quand la faculté de droit elle a des femmes?
Et là j'étais un peu, je dis, mais hein, c'est ma génération, et après, etc., etc. Me dit, on connaît X qui était dans cette faculté, mais elle a maintenant 80 ans, 70 ans, voilà. Et là, moi j'ai été un peu choquée parce que, même si c'est une réalité, mais c'est pas... C'est une triste réalité. Oui, peut-être. Ouais. Ouais. Et donc, il y a des secteurs qui sont un peu difficiles, mais avec le courage et avec la volonté, et surtout le soutien des autres, comme je vous dis, personnel ou professionnel, que la femme peut aller très loin. Alors, la femme peut aller très loin. La femme aussi subvient énormément aux besoins de sa famille. On l'a vu au cours de ces dernières années à travers différentes initiatives où elle demande à être soutenue par l'État, notamment à travers les PME. Est-ce que vous pensez que justement l'État devrait jouer son rôle ici et ouvrir davantage l'accès aux femmes pour pouvoir être indépendantes financièrement? Justement, parce que moi je trouve que cette liberté de femme, elle doit commencer par une liberté financière. Elle doit commencer par là. Et justement, comme je viens de vous dire, parmi les défis très importants pour ce côté de économie informelle, c'était le manque ou l'absence de financement. Et là, par contre, là, je peux vous dire que le Conseil national des femmes en Égypte, il essaye de travailler sur ce dossier, surtout avec des financements soit locaux par le gouvernement ou bien étrangers de par les Nations Unies ou ces programmes, les différents les différents programmes et les différents dossiers travaillant sur la transformation digitale, l'alphabétisation des femmes côté technologique, etc., etc. Des formations pour la femme. Parce qu'il y a trop de secteurs, comme on peut dire, des secteurs informels. La femme qui prépare les repas et les vend, la femme qui travaille un côté manuel et vend ses produits et ainsi de suite. Et donc, la femme, elle est présente, mais elle est, à mon avis, dans l'ombre. Avec le temps, je pense, et avec cette volonté politique et avec les institutions nationales, elle peut, et surtout lorsqu'on parle d'Afrique, c'est l'échange entre pays africains. Ça, c'est très important. C'est très important pour la femme et c'est très important pour l'Égypte en général. Pour vous, si vous deviez choisir un modèle d'une femme africaine qui vous a marqué dans votre parcours, dans votre jeunesse ou dans votre parcours, est-ce qu'il y a une femme africaine, africaine bien évidemment, l'Égypte inclus, mais est-ce qu'il y a une femme où vous vous êtes dit, à elle, bravo? Il y en a beaucoup. C'est vrai? Pas que une. D'accord. Pas que une, mais à titre d'exemple et en particulier, et moi je l'ai vécu quand j'étais en France, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui est d'origine marocaine et qui a pu... Qui était ministre de l'enseignement. Voilà, et ministre des femmes, et elle était engagée pour le Parti socialiste, etc. Et par chance, moi j'étais dans la même ville où elle faisait ses campagnes, quand moi j'étais en France. Et donc là, moi je l'ai connue de près, je l'ai vue en personne, et je peux vous dire que peut-être là c'est un modèle de femme courageuse qui est allée un peu loin et qui a cassé un peu les tabous. Alors, Par contre, il y a d'autres. Il y a d'autres. Je veux dire que c'est vraiment juste celle qui me touche le plus. Par contre, il y en a certainement beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres pays africains. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un petit peu de masculinité en nous pour pouvoir survivre dans ce monde d'hommes? Oui. La réponse est positive. La réponse est positive. Par contre, c'est surtout votre savoir, vos connaissances et surtout un bon raisonnement dans votre tête qui fait que ordonner les choses, organiser, faire un plan pour circuler.
Dr Yousra Chaben, ça a été un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui dans Bonjour l'Égypte. Ça faisait très longtemps. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, je répète encore une fois, vous êtes maître de conférence à l'université Ain Shams, membre du programme présidentiel de qualification des jeunes, membre du comité législatif du Conseil national de la femme et experte en développement communautaire. Pour moi, ça me fait plaisir de pouvoir dire tout ce que vous avez pu acquérir au cours de ces dernières années. Merci à vous. Merci et bonne journée à vous. Merci vous également. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Retrouvez-nous dans quelques instants pour un nouveau journal. À très bientôt.